10 mètres, c'est le chiffre qui sépare des dizaines de millions d'Américains d'un problème que ce pays s'efforce d'ignorer depuis des décennies. Pas 10 mètres de béton, ni 10 mètres de marge de sécurité, 10 mètres d'eau. Et ceux dont c'est le travail de régler ça font face à un choix sans bonne réponse. Car pour sauver un lac, ils devront peut-être en vider un autre, mais on y reviendra. Dans le sud-ouest américain se trouvent deux immenses lacs artificiels. Le lac Powell, à la frontière Utah-Arizona, et le lac Mead, entre le Nevada et l'Arizona. Aucun des deux n'est naturel. Tous deux ont été créés en barrant la même rivière, le Colorado. Powell se situe derrière le barrage de Glen Canyon et Mead derrière le barrage Hoover, celui que vous avez sûrement déjà vu en photo. Ce ne sont pas deux lacs côte à côte. Ils sont sur la même rivière, l'un au-dessus de l'autre. Le lac Powell est en amont, le lac Mead en aval. L'eau arrive d'abord dans Powell, qui la relâche ensuite vers Mead. Mead se remplit donc surtout grâce à ce que le barrage en amont laisse passer. Imaginez deux seaux posés sur un escalier. Celui du haut recueille l'eau, puis la verse dans celui du bas. Tout ce qui suit découle de cette configuration. La façon la plus simple de les voir, c'est comme les deux plus gros comptes épargne du pays. Sauf qu'au lieu d'argent, ils stoppent de l'eau. Les années humides, on dépose. Les années sèches, on retire. À eux deux, ces lacs stockent près de 80% de toute l'eau du système du fleuve Colorado. Et un nombre énorme de gens vivent sur cette épargne. Le fleuve Colorado alimente en eau potable environ 40 millions d'Américains, soit plus d'une personne sur 10 dans le pays. Las Vegas puise son eau directement dans le lac Mead, et ça ne s'arrête pas à l'eau potable. Le fleuve irrigue environ 2 200 000 hectares de terres agricoles, une grande part des légumes que les Américains mangent l'hiver. Et les barrages eux-mêmes sont des centrales électriques. Ensemble, le système produit plus de 8 milliards de kilowattheures d'électricité par an, de quoi alimenter environ 700 000 foyers. Voyez-vous, un barrage n'a pas besoin d'être vide pour cesser de fonctionner. Bien avant que l'eau ne s'épuise, le niveau descend trop bas pour faire tourner les turbines qui produisent l'électricité. Les ingénieurs appellent ce seuil le niveau minimal de production. Au barrage de Glen Canyon, il se situe à 1064 mètres d'altitude. À la mi-juillet 2026, le lac Powell affichait 1074 mètres. Faites la soustraction et il reste environ 10 mètres d'eau entre le niveau actuel du lac et le moment où l'un des plus grands barrages d'Amérique ne pourra plus produire d'électricité. 10 mètres, ça semble une marge confortable, jusqu'à ce qu'on voit à quelle vitesse ces lacs baissent. Le lac Mead a chuté de plus de 2 mètres en un seul mois ce printemps. Alors, est-ce vraiment si grave ? Eh bien, assez grave pour battre un record qui tenait depuis avant la naissance de la plupart d'entre nous. Le 12 juillet 2026, le lac Powell était à 1074 mètres et le lac Mead à un peu moins de 318 mètres. Réunis, les deux réservoirs contiennent aujourd'hui moins d'eau qu'à aucun moment depuis 1957, quand le barrage de Glen Canyon était encore en construction et que le lac Powell n'existait pas encore. Autrement dit, il y a moins d'eau stockée dans ce système aujourd'hui qu'avant même que la moitié du système soit construite. Et les chercheurs s'attendent à ce que ce record tombe jour après jour jusqu'à la fonte des neiges du printemps prochain. Passons maintenant à ce que je vous avais promis. Comme le lac Powell est tout près de perdre sa capacité à produire de l'électricité, les gestionnaires fédéraux de l'eau ont décidé de le soutenir. En avril 2026, le Bureau of Reclamation a annoncé un plan d'urgence. Envoyer de l'eau supplémentaire depuis un réservoir en amont appelé Flaming Gorge et surtout réduire la quantité d'eau que le lac Powell relâche en aval vers le lac Mead. Normalement, Powell envoie environ 9 milliards de mètres cubes par an vers Mead.
Avec le plan d'urgence, ça tombe à 7 milliards 400 millions. Et là, les sauts sur l'escalier prennent tout leur sens. Pour éviter que celui du haut ne se vide, on cesse de verser dans celui du bas. L'agence ne l'a pas caché. Elle a clairement dit que retenir l'eau accélérerait le déclin du lac Mead en aval. Ainsi, le plan pour sauver un réservoir précipite l'effondrement de l'autre. Et le lac Mead fonce vers son propre précipice. Ce n'est pas une image, une vraie limite, à une altitude bien réelle, 315 mètres au-dessus du niveau de la mer, au barrage Hoover. Pourquoi parler de précipice plutôt que d'un simple déclin lent? Parce que jusque-là, les dégâts sont progressifs. Quand un lac baisse, il y a moins de poids d'eau qui appuie sur les turbines. Donc, le barrage produit un peu moins d'électricité chaque année. Une pente qu'on peut anticiper. Mais 315 mètres, c'est différent. Le barrage Hoover a 17 turbines et 12 d'entre elles n'ont tout simplement pas été conçues pour fonctionner dans une eau aussi peu profonde. Alors, quand le lac franchit cette limite, on ne perd pas un peu d'électricité, on en perd la majeure partie, presque d'un coup. La capacité de production du barrage chute d'environ 70%. Et le lac Mead n'est plus qu'à quelques mètres au-dessus de cette limite en ce moment. Les prévisions fédérales le voient la franchir dans les mois à venir, peut-être cet automne. À plus long terme, les projections le font glisser vers 311 mètres l'été prochain, et peut-être près de 308 mètres d'ici 2028. Chacun de ces chiffres est en dessous du précipice. Quand cette électricité disparaît, les fournisseurs doivent en racheter ailleurs, généralement plus cher. Et ces prix plus élevés ne restent pas chez le fournisseur, ils finissent sur la facture mensuelle de quelqu'un. Alors, comment en est-on arrivé là? En fait, ce sont deux choses qui se cumulent. La première, c'est la sécheresse. Le bassin du Colorado s'assèche depuis plus de 20 ans. Et le manteau neigeux de cet hiver, cette neige qui fond chaque printemps et remplit ses lacs, a atteint un niveau record de faiblesse sur tout le Haut-Colorado. Moins de neige, c'est moins d'eau qui arrive. C'est aussi simple que ça. La deuxième raison est plus difficile à aborder, car elle relève de choix, pas de la météo. Le fleuve a été surengagé. Les règles de partage ont été écrites il y a un siècle, pendant une période exceptionnellement humide, et elles distribuent plus d'eau que le fleuve n'en transporte réellement une année normale. Chacun a reçu une part d'un gâteau qui s'est avéré plus petit que prévu. Et où va vraiment toute cette eau? En grande partie, pas dans les villes. Une étude de 2024 a révélé que l'agriculture irriguée représente environ 74% de l'usage humain direct du fleuve, 3 fois plus que tous les autres usages réunis. Le plus gros consommateur n'est ni une ville, ni une usine, ni un terrain de golf. C'est l'alimentation du bétail. La luzerne et les cultures semblables engloutissent environ 46% de toute l'eau que l'on prélève dans le Colorado. Ce n'est pas pour dire que les agriculteurs sont les méchants de l'histoire. Ils cultivent ce que le marché les paye pour cultiver, selon des règles écrites bien avant que quiconque voie venir tout ça. Mais ça veut dire que les calculs de cette crise passent par les champs de foin autant que par les robinets. Il reste un dernier élément. Les accords qui régissent le partage du fleuve Colorado entre 7 États expirent à la fin de l'année. Un texte de remplacement aurait dû être négocié. Il n'est toujours pas finalisé. Certains États ont menacé de porter plainte. D'autres ont lancé des propositions de dernière minute. La région entre donc dans la pire pénurie d'eau de son histoire moderne, sans règles claires sur qui doit renoncer à quoi. En attendant, certains gagnent simplement du temps, au sens propre. En juillet, la plus grande agence de l'eau du sud de la Californie a accepté de laisser jusqu'à 200 000 acre-pieds de sa réserve dans le lac Mead en échange de 65 millions de dollars. Voilà où on en est. Payer les gens pour qu'ils ne prennent pas l'eau. Rien de tout ça ne veut dire que les robinets seront à sec demain. Les villes du sud-ouest sont devenues bien meilleures pour économiser, et il reste encore des cartes à jouer.
Mais la marge de manœuvre ne cesse de se réduire et chaque option restante a un coût. Argent, électricité, terres agricoles ou la part du fleuve de quelqu'un.